Bonjour les amis juristes. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer 3 sites internet qui sont intéressants et où vous pouvez trouver des informations fiables en droit. Donc des sites officiels parce que bien sûr, parfois on peut tomber sur des sites où les informations sont erronées ou des informations qui ne sont pas du tout mises à jour. Donc là, sur ces sites, vous trouverez des informations qui sont justes et qui sont officielles. Donc, bien sûr, d'abord, c'est le site du ministère de la Justice, justice.gouv.fr. Vous voyez, là, vous avez la Marianne et le drapeau bleu, blanc, rouge et la devise républicaine liberté, égalité, fraternité. Donc là, vous voyez, vous avez les publications du ministère, l'organisation de la justice, des informations sur la justice européenne, internationale, des études de droit comparé, l'histoire et le patrimoine, l'histoire de la justice, le patrimoine du ministère de la Justice, qui comprend aussi l'administration pénitentiaire, les prisons. Donc, par exemple, là, ça peut être intéressant. Moi, je vais régulièrement la vie en détention, donc la vie en prison, les détenus inmates, les détenus, comment s'organise le droit de vote des personnes détenues en prison, le maintien des liens familiaux, toutes les nouvelles lois qui vont concerner la prison. Là, vous avez tous les articles qui peuvent concerner la prison, la réinsertion. Vous avez aussi, j'ai vu, l'Observatoire de la récidive et de la désistance. La désistance, en criminologie, c'est la sortie de la délinquance. Quand on arrête de commettre des infractions, eh bien, on appelle ça entrer en désistance. Donc, vous avez un observatoire avec, bien sûr, les statistiques, comment ça fonctionne. Donc, c'est toujours intéressant. Moi, je vais régulièrement consulter ce site, notamment pour ces raisons-là, parce que, comme vous savez, j'ai travaillé longtemps en prison. Donc, ce sont des questions aussi qui m'intéressent. Voilà, ça, c'est plus un site généraliste du ministère de la Justice. Maintenant, un autre site, service public, service-public.fr. Donc là, vous allez pouvoir trouver des informations dans différents domaines. C'est aussi un site officiel de l'administration française. Donc là, par exemple, j'avais sélectionné quelque chose pour Caroline. On parlait de droit du travail et notamment des possibilités de régler un conflit, de trouver un accord à l'amiable entre un employeur et un employé. Donc là, on me répond à cette question. Le salarié et l'employeur peuvent-ils régler un conflit à l'amiable ? Il y a 3 possibilités, le cadre de la médiation conventionnelle, le cadre de la procédure participative et le cadre de la transaction. Donc, si je déplie tout, j'aurai tout, accès à tout. Donc, par exemple, on nous dit, qu'est-ce que la médiation conventionnelle ? La médiation conventionnelle permet de régler à l'amiable un conflit entre le salarié et l'employeur pour éviter un recours au Conseil des prud'hommes. L'aide d'un médiateur est obligatoire. Bien sûr, on parle de médiation. On vous explique comment fonctionne la procédure, comment ça se passe si la médiation est réussie, mais si elle échoue, s'il y a un échec de la médiation, comment ça se passe? Il suffit de cliquer. Ensuite, on nous parle de la procédure participative avec un avocat obligatoire. Que se passe-t-il en cas de réussite de la procédure participative? Que se passe-t-il en cas d'échec de la procédure participative? Et enfin, on nous parle de la transaction.
De quoi s'agit-il? C'est un document issu d'un accord. Issu, ça veut dire qui vient de. Hein. Ça ne veut pas dire problème en droit, en français. Donc attention, c'est un faux ami. Donc la transaction est un document issu ou qui vient d'un accord entre le salarié et l'employeur qui met fin à un conflit sans attendre un jugement. Elle est établie sous forme d'un contrat appelé protocole transactionnel, rédigé par écrit et signé par le salarié et l'employeur. Bref, on vous dit quelles sont les conditions de validité, qu'est-ce qui se passe à la fin de la transaction si la transaction est réussie et que se passe-t-il si elle échoue. Voilà. Et là, vous allez avoir les textes de loi et les références, notamment, tout ça est inscrit dans le Code du travail, l'article R 1471, dans le Code civil, etc., etc. Et on vous met les références. Donc là, je ne sais pas si on veut, je veux connaître la procédure de licenciement économique. Donc, je vais taper licenciement économique. OK. Qu'est-ce qu'on va me proposer? Je cherche. Et là, on va me dire, voilà, bon, le licenciement économique, allez, je vais aller dans la fiche pratique. Et qu'est-ce qui va m'intéresser? Est-ce que c'est la lettre de licenciement, les informations et les consultations obligatoires? On va aller dans le premier, licenciement économique. Est-ce que c'est dans une entreprise de moins de 10 salariés, où il y a moins de 10 salariés licenciés sur une période de 30 jours, ou il y a plus de 10 salariés, une entreprise de moins de 50 salariés, entreprise de 50 salariés et plus, et vous allez tout déplier. Allez, on prend l'exemple d'une entreprise de moins de 10 salariés où il y a moins de 10 salariés licenciés sur une période de 30 jours. Et on va vous expliquer un petit peu la procédure. On doit consulter le comité social et économique, les informations qui sont obligatoires, les conséquences du non-respect des procédures de consultation et d'information. Bref, vous avez toute la procédure. Donc, vous avez compris, il suffit de taper ce qui vous intéresse et vous pourrez retrouver l'essentiel. Sur ce site, vous n'aurez pas la jurisprudence, mais vous aurez les références textuelles, là, les articles des codes. Alors, par exemple, en droit de la famille, allez, on va aller là et on va dire, il ne veut pas venir, on va voir. Je vais faire divorce par consentement mutuel. Par consentement mutuel. Divorce par consentement mutuel. Je l'ai même mal écrit. J'ai oublié le N qui n'a pas été tapé. Donc, forcément, il ne peut pas savoir de quoi il s'agit. Voilà, divorce par consentement mutuel. Et là, on va m'expliquer comment fonctionne le divorce par consentement mutuel. Donc, le cas général, première étape, l'avocat obligatoire, vérifier les conditions du divorce, rédaction de la convention, dépôt de la convention chez le notaire. Bref, on va m'expliquer comment ça fonctionne. Voilà, donc, vous voyez, ça peut être des choses liées au droit du travail, pardon, au droit de la famille, au droit social, au droit de la santé, pardon, au droit locatif, au droit de la propriété, au droit du logement, sur les transports, la justice, le droit des étrangers. Il y a aussi l'actualité, toutes les nouvelles lois qui ont été votées. Vous pouvez les retrouver dans la rubrique actualité. Donc ça, c'est un site que je vous conseille, service-public.fr. C'est quand la question est trop pointue, vous ne trouverez pas la réponse sur ce site, hein, parce que c'est un site qui s'adresse aussi à tous les Français. Mais vous aurez la base, une base de réponse qui est quand même assez intéressante et assez claire. Troisième site que je vous conseille, bien sûr, c'est le site legifrance.gouv.fr pour avoir accès à tous les textes juridiques
en vigueur en France. En vigueur, ça veut dire qu'ils sont applicables aujourd'hui. Ce n'est pas des textes qui sont abrogés, c'est les textes en vigueur. Donc là, vous pouvez avoir accès à tous les codes. Bon, là, j'avais fait une petite sélection dans le Code civil, un des articles fondateurs de la responsabilité civile, l'article 1240 du Code civil. Le contenu de cet article est similaire au Code de Napoléon de 1804. L'esprit de cet article existait déjà sous le Code de Napoléon de 1804. Tout simplement, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Si je cause un dommage à autrui, si je cause un préjudice à autrui, je dois réparer ce préjudice et sous forme de dommages et intérêts. C'est la base du droit de la responsabilité, bien sûr. Donc là, vous avez accès à tous les codes. Donc, par exemple, je veux aller voir un autre code. Je ne sais pas, je vais prendre le code, voilà, vous avez vu tous les codes qu'il y a, un code de la consommation, de la construction de l'habitation, de la défense, de la déontologie des architectes. On va aller plutôt dans le code pénal. Dans le code pénal, et moi, je vais taper, je veux, par exemple, dans le code pénal, le texte qui me parle du harcèlement sexuel. Harcèlement sexuel, sexual harassment. On va voir. Donc, je cherche, je tape harcèlement sexuel. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Alors, pour l'instant, on ne me dit pas grand-chose. Alors, pourquoi ? Dans le code, on est bien dans le code pénal. Pourquoi il ne me trouve pas? Ah, voilà, ok. C'est ici. Alors, voilà, donc on vous dit, par exemple, que c'est l'article 222-33 du Code pénal, le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne de façon répétée des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Donc, on vous dit comment l'infraction d'harcèlement sexuel, qui est un délit, est constituée. Quels sont les critères pour que l'infraction d'harcèlement sexuel soit constituée? Et on vous l'explique. Donc, on vous dit, lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une victime par plusieurs personnes de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée. Donc, la constitution du harcèlement sexuel n'est pas forcément, il n'y a pas forcément une répétition dans ce cas. On vous dit aussi, lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition. Bref, je ne vais pas tout vous lire et après, on va vous mettre quel est le quantum de la peine. On vous dit, par exemple, que les faits mentionnés au 1 et 2 sont punis de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. À chaque fois, dans le code pénal, c'est les maximums de peines qui sont indiqués. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que la personne va être condamnée à cette peine, mais c'est la peine maximale encourue. Voilà, donc selon ce que vous cherchez, vous allez dans les codes
et vous allez taper le mot clé pour trouver les articles en lien. Vous avez vu, vous pouvez bien sûr lire aussi notre Constitution du 4 octobre 58, notre Déclaration des droits de l'homme de 1789, le préambule de notre Constitution, notre Charte de l'environnement. Vous avez accès à tous les codes, la jurisprudence constitutionnelle, administrative, judiciaire, financière, des circulaires, les constructions, les accords collectifs. Hein, ça, c'est en droit du travail. Voilà, donc on répète, le site plus généraliste du ministère de la Justice, justice.gouv.fr, le site qui est accessible au plus grand nombre sur les points de droit dans les différents domaines qui concernent la vie quotidienne, service-public.fr. Particulier, ça veut dire les gens. Hein. Il y a les particuliers et les professionnels. Et enfin, legifrance.gouv.fr où vous pouvez trouver tous les textes de loi, les codes, et vous pouvez avoir accès gratuitement. Voilà, bah écoutez, je vous invite à prendre plaisir à lire des articles des différents codes français. Ça, c'est vrai que ce n'est pas écrit comme de la belle littérature, mais ça vous permettra de comparer la rédaction des articles en droit français avec celle de votre pays. Voilà. Eh bien, amis juristes, je vous dis merci et à la prochaine fois pour une autre vidéo de français juridique, bien sûr.